après, ça avait un double but. Le premier, c'était d'annoncer notre cérémonie le 11 novembre, qui était prévue au Trocadéro. Je dis qu'il était prévu parce que, d'après les dernières nouvelles, la préfecture nous l'interdirait. Ce qui était quand même extraordinaire. On nous a interdit le 13 mai. Non seulement on nous l'a interdit, mais on s'est pris des contraventions alors qu'il y avait une conférence de presse à l'intérieur d'un café. Il y a des gens ici qui étaient sur place aussi et qui ont pu constater ça. La Bravem était là. Ça a été interdit. Nous refaisons, on s'est dit qu'on va attendre un peu, puis on va le refaire. Et puis il y a eu les événements que vous connaissez, la guerre israélo-palestinienne, le massacre. Et donc à partir de ce moment-là, on a décidé de transformer notre marche en simple cérémonie. Simple cérémonie au Trocadéro. Pourquoi au Trocadéro? Parce qu'il y a le monument à Landowski, qui est un monument pour l'armée française. Donc on a décidé simplement ça. En fin de compte, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Eh bien, d'après les derniers éléments que j'ai, alors c'est pas encore officiel, c'est officieux, ça serait interdit de la même manière. Et donc il y a une question très nette à se poser, c'est est-ce qu'on gêne? Moi j'ai ma réponse. Voilà. Est-ce que le fait de mettre en avant l'armée gêne? Parce qu'il est évident que le point essentiel, c'est que l'armée, c'est la grande muette, et qu'à partir du moment où des gens ont été des anciens militaires, ici vous en avez une belle brochette, nous on peut parler. Et ça, je pense que ça doit en gêner un certain nombre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, vous connaissez la situation internationale, et j'ai pensé qu'il était quand même intéressant qu'un certain nombre ici parlent des initiatives qui peuvent être prises par rapport à cette situation internationale et la situation aussi intérieure, hein, puisqu'on a vu quand même le Premier ministre, notre Premier ministre, demander à ce que l'armée, et la police d'ailleurs, l'armée intervienne par rapport aux délinquants. Et ça me paraissait intéressant de parler de notre vision, puisque moi j'ai bien étudié ce qu'ont été les jets, les jeunes en équipe de travail, donc on parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis on vous parlera aussi de Sentinelle et la possibilité de voir d'autres manières d'observer, d'autres manières de considérer Sentinelle et comment on peut remplacer en partie Sentinelle en tous les cas. Voilà, tout ça va vous être expliqué tout à l'heure. Alors, simplement, je voulais vous dire qu'on va être le 11 novembre. Et il faudrait peut-être que le pouvoir n'oublie pas une chose, c'est que la Grande Guerre, c'est 1 400 000 morts, et 4 millions de blessés, que la bataille des frontières en 1914, c'est plus de 200 000 morts, que cette bataille aux frontières a amené le limogeage de 165 généraux, et que ce limogeage, eh bien, on peut aussi le comprendre avec la manière dont étaient recrutés sous la Troisième République les généraux, et on connaît en 1905 l'histoire des fiches où les militaires étaient fichés suivant qu'ils allaient ou qu'ils n'allaient pas à la messe, ou ainsi de suite. Donc moi je pense qu'il faut que l'État, il faut que le gouvernement fasse très attention. Un militaire, c'est avant tout l'intérêt, c'est qu'il soit bon, c'est qu'il soit utile. C'est pas qu'il soit aux ordres avec le doigt sur la couture du pantalon, et j'ai l'impression que depuis pas mal de temps c'est cela. Je vous rappellerai l'histoire du général de Villiers, par exemple. Donc je crois que c'est des choses qui sont importantes. Dernier point, je vais vous rappeler quand même cette petite phrase que j'avais mise dans la lettre qui maintenant a pratiquement 3 ans. Je disais ceci: si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse. Alors
vous avez bien mis le mot mission pour pas qu'on me parle de coup d'État ou de guerre civile, mission. Vous savez que l'armée peut avoir, en cas de conflit, enfin en cas de problème grave, il y a ce qu'on appelle l'état de siège, c'est-à-dire la possibilité de donner à l'armée pendant 12 jours le pouvoir. Donc c'est ce que je voulais dire, et nous avons aujourd'hui une situation qui est dramatique, mais je pense que d'autres que moi vont vous en parler. Alors, je voudrais vous présenter quand même les gens qui sont autour de moi. Vous avez ici, alors, le colonel honoraire Gilbert Beauval, le général, voilà, alors, le colonel ici, colonel Gilbert Beauval, B-E-A-U-V-A-L. le général Coustou, qui est ici. Alors, le commissaire divisionnaire Signolet, puisque nous pensons que nos amis de la police sont aussi partie prenante dans ce qui se passe. Et puis, la dernière personne ici est avocate, c'est Maître Enfer, qui va un petit peu vous parler des rapports, alors sur un plan légal et sur un plan juridique entre l'État et l'armée. Et par exemple, cette notion de réquisition, vous savez que de plus en plus, les réquisitions sont de moins en moins formelles, puisque regardez ce qui se passe avec Sentinelle, par exemple. C'est un cas très particulier. Voilà. Donc je vais laisser la place à... j'ai oublié de vous présenter Patrice Magneron, qui est ici, qui est le responsable d'Île-de-France de Place d'Armes, et qui, lui, ne va pas parler en son nom, mais au nom du général de Richouf, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il prépare le 11 novembre chez lui dans le Gard, mais qui nous a laissé un texte qu'il vous lira tout à l'heure. Voilà. Je vais laisser la place. Qui peut-être le premier, c'est le général Coustou, parce qu'il va vous parler d'une relation internationale qui, en parlant à la fois de l'international et du national, hein, et de la situation actuelle. Voilà, je lui laisse la parole. Est-ce que tu veux ça? On peut le pousser. Merci. Madame, Messieurs, bonjour. C'est une bonne nouvelle puisque il y a des incertitudes sur ce que nous avons projeté de faire le 11 novembre. Personnellement, plus on met de banane dans les pieds et plus ça me motive. Donc Place d'Armes ne va pas décourager pour autant. Alors, la scène internationale nous intéresse à plusieurs titres. D'abord parce que la France risque d'être impactée et parce que notre armée risque d'être impliquée. Or, nous, à Place d'Armes, nous sommes là pour aider, soutenir le compagnon d'armes, les militaires d'actifs, qui, au regard du devoir de réserve, ne peuvent guère s'exprimer. Mais nous, ça a déjà été évoqué, évoqué, nous n'avons aucune restriction. Et pour ma part, le devoir de réserve ne me gêne absolument pas, car c'est un alibi pour nous empêcher de nous exprimer. Ben, c'est perdu. Alors, on va parler un petit peu de la situation internationale de manière très rapide. Tout d'abord, quelques considérations des générales. Il faut être extrêmement prudent. La première chose, c'est que tout être humain qui est sur la planète a le droit de vivre. C'est incontournable. Nous savons que la situation est gravissime en Ukraine, à Gaza, en Arménie, pour ne citer que ces cas. Ensuite, nous devons éviter de prendre parti, car trop souvent, c'est sous le coup de l'émotion, la recherche du scoop, que nous prenons parti et que nous nous trompons. Alors, soyons prudents quant à nos affirmations, mais clairs sur le fond. Prendre parti pour un camp, c'est se mettre dos à l'autre, dos à l'autre. Et puis, vice-versa. Et se positionner comme neutre, c'est se mettre les deux camps à dos. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Pourquoi? Parce que je suis un soldat, un militaire ne peut mentir et ne peut se mentir au motif que, quand on accepte de donner notre vie pour notre pays, si les circonstances l'exigent, on ne peut pas mentir.
Et en plus, quand on a été chef, on a l'écrasante responsabilité d'engager éventuellement nos subordonnés à risquer leur vie. Voilà, donc on va vous parler clairement. Alors évidemment, on ne peut pas prendre parti dans les affaires qui ne nous concernent pas, sauf par la diplomatie, c'est-à-dire avant un conflit, pour l'éviter. Il me semble que Montesquieu avait dit, de mémoire, ce n'est pas celui qui déclare la guerre qui est responsable, mais celui qui en rend les conditions telles qu'elle est incontournable. Ce pourrait être un sujet pour le bac. Ensuite, on peut intervenir dans le cadre de l'humanitaire, pourquoi pas, à titre, j'ose pas trop le mot, curatif. Voilà, donc soyons très prudents quant à notre engagement au sein de conflits. Alors maintenant, on va parler un peu de terrorisme, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres. M. Alain Bauer récemment disait qu'il n'avait pas trouvé de définition pour le terrorisme. M. Alain Bauer, c'est pas moi qui m'en trouvé une. Alors nous dirons que le terrorisme, c'est la manifestation d'actes inhumains et violant les lois de la guerre et des conventions internationales. Alors parler de lois de la guerre, ça peut sembler un peu bizarre. Aucune guerre n'est propre. Évidemment, il y a des règles érigées par nous, pays dits civilisés et démocratiques. Ce pourrait être le sujet d'une autre conférence. Mais il y en a qui n'ont pas les mêmes référentiels que nous. Et donc ces lois, d'ailleurs, comme nous-mêmes par moments, et je vais y revenir, nous les oublions facilement. Alors le terrorisme, donc, c'est la manifestation d'actes absolument monstrueux. Alors, dans le problème, d'abord les trois conflits évoqués, que ce soit en Ukraine avec la Russie, que ce soit à Gaza avec Israël, que ce soit en Arménie, aucune de ces parties prenantes ne fait partie de l'Union européenne, n'est dans l'OTAN, ni n'a d'accord de défense avec la France. Donc, en toute rigueur, la France n'avait rien à y faire. Ensuite, oui, concernant l'affaire de Gaza, les Juifs et les Palestiniens sont en difficulté depuis la naissance de l'État d'Israël. Mais chacune des parties joue sa survie, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, j'ai remarqué que pour tous mes camarades qui sont allés au Liban, par exemple, au Moyen-Orient, ils sont partis généralement pro-israéliens, ils sont revenus pro-palestiniens. Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, c'est un constat que je pose. Alors maintenant, plus concrètement, qui est terroriste dans cette affaire? Est-ce que le Hamas est terroriste? Je rappellerai quand même que le Hamas a été créé par le Mossad, parce qu'Israël avait besoin d'un interlocuteur parmi les Palestiniens. Il a été financé par Israël, sauf que pour des raisons qui lui sont propres, il a pris son envol de sa propre initiative ou aidé. Donc on peut dire que le Hamas est un mouvement terroriste, mais Israël est aussi un État terroriste. Si on en juge par des actions qui ne sont pas conformes aux lois de la guerre et aux conventions internationales. Bombarder des populations civiles ne relève pas du droit de la guerre, mais pas que. La France est un État terroriste. Lorsque nous sommes allés bombarder Belgrade pendant 79 jours, je crois, au prix de 30 000 victimes, ce qui a abouti à l'affaire du Kosovo, je ne pense pas que la France avait un mandat de l'ONU de qui que ce soit. Mais d'autres, les États-Unis, lorsqu'ils ont largué leurs bombes au-dessus d'Hiroshima, sous mandat de qui? Au motif de quoi pour ces populations désarmées? Les bombardements d'autres. En fait, si on remonte dans l'histoire, on peut dire qu'à un moment ou à un autre, tous les États
ont eu des comportements terroristes. Donc soyons extrêmement prudents. De plus, pour le Hamas, on a pu constater que le jour de l'attaque, le 7 octobre dernier, il y en a qui étaient en tenue de combat, de vrais soldats, apparemment, et d'autres en jean comme toi et en mobilette, comme moi. Bon, ce qui veut dire que le Hamas n'est pas monobloc. Là encore, c'est beaucoup trop compliqué et je ne suis pas spécialiste de la question pour développer ce sujet. Soyons prudents. Alors maintenant, la France peut être impactée. Et je dis, d'abord, nous avons en France la plus forte communauté juive et la plus forte communauté arabo-musulmane en Europe. Donc évidemment, nous sommes concernés et devons rester vigilants. Militairement parlant, il me semble que si la France intervenait d'une manière ou d'une autre à Gaza, ce pourrait être le détonateur pour un embrasement général chez nous, car nous ne nous y trompons pas. Le problème de Gaza n'a pas de lien direct avec ce qui se passe chez nous, mais nous savons très bien que le terrorisme est sur notre pays. Juste une remarque au passage, si nous comptons le nombre de terroristes et d'attentats commis par les Juifs et ceux qui sont commis par des gens au nom de Allah Akbar, tirez-en vous-même les conclusions. Il ne s'agit pas... C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas, on vous fera un dessin tout à l'heure. Il veut dire que d'un côté, il y en a les questions, pas, c'est après. Et de l'autre côté, il y en a. Je n'ai jamais entendu un terroriste dire « Je t'assassine au nom de Jésus-Christ ». Il est d'accord? il y a quelques siècles aussi. Oui, d'accord. Non, mais enfin, Nous sommes en 2023. À Béziers. Nous sommes en 2023. Non, mais je veux bien, mais bon, là, on n'a pas entendu non plus « Je t'assassine au nom de... Et puis, au nom je sais pas... ce qu'a dit notre président tout à l'heure, j'étais d'ailleurs le premier signataire de cette lettre, puisque nous nous connaissons bien, nous sommes amis. Nous y sommes. Donc toute intervention à l'extérieur, et en particulier à Gaza, peut être mortelle pour nous. Je rappellerai simplement, nous devons être extrêmement prudents. En Ukraine, par exemple, en 2022 de mémoire, une réforme du code pénal, qui de droit me contredira peut-être, avait prévu que nous nous interdisions de fournir des armes à une puissance étrangère en conflit en les prélevant sur notre propre armée. Or, le 30 novembre dernier, c'est clair, c'était le jour de ma fête, l'Assemblée nationale a voté une résolution d'une quarantaine d'articles à peu près, dont 2 prévoyaient de donner des moyens militaires à l'Ukraine, sans préciser en les prélevant sur nos forces. Or, vous savez ce qu'il en est, hein, il ne reste plus beaucoup de César, c'est-à-dire que nos députés ont violé la loi qu'ils ont eux-mêmes promulguée. Soyons extrêmement prudents. Alors, ma conclusion dans cette affaire, ce n'est pas de dire que l'un ou l'autre est responsable et seul responsable. La conclusion, c'est que nous devons d'abord balayer devant notre porte. Faire le ménage chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire faire le ménage? Ça veut dire faire appliquer la loi, me semble-t-il. Pas plus, pas moins. Je vous remercie. Bien. Alors, Gilbert, et puis ensuite on va passer à la partie. Je n'ai pas besoin de micro. T'as pas besoin. Allez, vas-y. Je me présente brièvement parce que c'est ma première conférence de presse. Je suis Saint-Cyrien, j'ai commandé un régiment d'infanterie. Je suis ingénieur des systèmes d'armes terrestres, breveté de l'école de guerre. J'ai quitté l'armée au poste de directeur du centre d'études tactiques et d'expérimentation de l'infanterie. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut mettre fin à l'opération Sentinelle. C'est la Cour des comptes qui l'a dit l'an dernier, le 12 septembre 2022. Il n'est plus pertinent de confier l'opération Sentinelle aux militaires. Les armées ont été impliquées dans la lutte antiterroriste dès 1995. Mon régiment a été l'un des premiers à fournir une compagnie pour garder la Tour Eiffel à Noël.
après l'attentat du RER Saint-Michel, c'était, dans le cadre, à l'époque, du plan Vigipirate. Il n'y avait pas encore le plan Sentinelle. Les militaires ont ensuite été engagés en 2015 dans l'opération Sentinelle, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Elle a mobilisé jusqu'à 10 000 hommes au maximum, comme lors de l'attentat de Nice. 3 000 aujourd'hui. Cette opération se poursuit et elle coûte cher. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense en 2015, avait annoncé un coût d'environ 1 million d'euros par jour. Aujourd'hui, on chiffre son coût total, son coût global, à 3 milliards d'euros. Cette affaire nous a coûté 3 milliards d'euros pour 230 000 militaires qui ont été concernés. Voilà donc près de 30 ans que nos soldats, dont les effectifs ne sont pas si nombreux, passent beaucoup de leur temps à patrouiller dans les gares et les aéroports, dans les missions de police, au lieu de s'entraîner au combat. Une unité militaire doit consacrer aujourd'hui 4 à 6 mois par an, quand ce n'est pas 8 mois, à cette opération. Pour quel résultat? Rassurer la population et donner une bonne image des militaires? C'est donc de la communication, ni plus ni moins. Mais quelle motivation un jeune peut-il avoir pour s'engager ou se réengager aujourd'hui au vu de missions si peu enthousiasmantes? Je rappelle qu'il nous manque, ça nous a été annoncé il y a une dizaine de jours, il nous manque cette année 2000 recrutements. Bon, il faut se poser des questions. Car la guerre dite de haute intensité, comme disait militaire, est à nos portes. Et nous y sommes mal préparés, ayant eu surtout à mener des missions de contre-terrorisme en Afrique. La France ne peut pas risquer une guerre en Europe sans s'y être préparée sérieusement. Or, cet entraînement demande beaucoup de temps, je vous l'ai dit. Du temps des appelés, nous avions des entraînements de corps d'armée, en terrain libre, en camp, avec nos blindés. Pas comme aujourd'hui, on doit percevoir nos blindés dans un parc du régiment ou du camp. Mais les émeutes, parlons des émeutes maintenant, qui secouent périodiquement notre pays et de manière de plus en plus violente, nous rappellent que la paix en France même est menacée. Nos forces de première et deuxième catégorie, police et gendarmerie, ont peiné à rétablir l'ordre cet été. Il faut que les armées, forces de troisième catégorie, soient à même de participer au maintien de l'ordre, comme le prévoit le Code de la Défense. Mais pour cela, il faut des entraînements communs avec les forces de sécurité, dans des zones urbaines, pas en race campagne, et beaucoup de temps est encore nécessaire. Lorsque j'étais lieutenant parachutiste en Nouvelle-Calédonie, on s'était entraîné avec les gendarmes à faire du maintien de l'ordre. Pour ces raisons, il faut que nos soldats retournent s'entraîner. Il faut que cesse l'opération Sentinelle. Il faut arrêter de la prolonger pour les motifs les plus divers, année après année. Il peut y avoir des événements exceptionnels. On va me dire l'an prochain, il y a les Jeux Olympiques, qui nécessitent un renfort de sécurité. Mais le concours des armées doit rester limité dans le temps. Alors vous allez penser, il va nous manquer des forces de surveillance, d'alerte et éventuellement d'intervention. Alors ce que je propose est la chose suivante. Il faut donner la possibilité aux Français de se défendre. Le peuple des honnêtes gens s'alarme de la montée de la violence, des agressions en tout lieu, domicile, rue, transport en commun. Ils ressentent une insécurité grandissante. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Pourquoi ne pas donner aux anciens militaires, qui le demandent, la possibilité de porter cachée sur eux une arme non létale, une arme de la catégorie D, en vente libre, mais à garder au domicile en principe. Pour être précis, il s'agit d'un poignard, d'une matraque, d'une bombe lacrymogène ou à poivre, d'une arme à impulsion électrique, comme un choker, ou d'une arme à propulsion non pyrotechnique. Une autorisation leur serait bien entendu délivrée par les préfectures, après enquête prouvant durant leur carrière leur moralité irréprochable et une bonne connaissance des armes. Ces soldats en civil, mélangés à la foule, non décelables à la différence des patrouilles sentinelles que les terroristes peuvent voir arriver de loin, pourront intervenir en cas d'attaque de terroristes ou de déséquilibrés.
L'arme utilisée par ses ennemis de l'intérieur, agissant le plus souvent seul, est le couteau. Tous les faits divers le prouvent. Le fusil d'assaut de nos soldats est donc aberrant d'emploi. Les citoyens armés seront plus adaptés à la menace. Ils n'auront plus le seul sac à dos du jeune d'Annecy pour se défendre, rappelez-vous. Il me faisait pitié, le pauvre garçon. Il suffira de modifier la législation sur les armes pour l'officialiser, étant bien entendu que la légitime défense sera toujours la règle. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, fin de l'opération Sentinelle et que les honnêtes gens puissent se défendre. Merci. Bien, on va continuer. Vous voyez qu'il y a des choses assez nouvelles. Alors moi, je vais vous parler, ou alors, oui, bon, je vais vous parler parce qu'on est dans le cadre militaire. Ensuite, je passerai à la partie civile, c'est-à-dire à la fois à la partie police et à la partie judiciaire, enfin, à notre avocate. Vous avez entendu Madame Borne qui a déclaré que dans le cadre du plan anti-émeute, elle pensait qu'il était intéressant d'avoir un encadrement de l'armée. Alors, pour l'instant, c'est très vague, c'est très flou, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais ça me rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose. Ça rappelle, pour ceux qui l'auraient connu ou ceux qui ne l'auraient pas connu, les jets. Les jets, c'était les jeunes en équipe de travail. C'est un amiral qui s'appelait Braque de la Perrière qui l'avait fait. Et ça a commencé en 1986. Et en fin de compte, c'était des gens des détenus qui étaient en fin de peine et qui, à ce moment-là, étaient d'accord pour être encadrés par des militaires et aller dans des camps où il y avait une rigueur très militaire. Hein. C'était réveil à 6h30 le matin et il terminait à 22h le soir. Il n'avait pas vraiment le temps d'avoir beaucoup de moments de loisirs. Il restait entre 3 à 4 mois et on voyait les résultats que ça a donné. Ça s'est passé pendant une dizaine d'années. Les résultats ont été très moyens. D'abord, un tiers des participants ne terminaient pas le stage. Ensuite, pour ceux qui restaient, 20% étaient de nouveau incarcérés par la suite et 45% étaient réinsérés. Mais il faut dire aussi qu'il y avait 40% de cette population qui ne donnaient pas, en fin de compte, de nouvelles, et donc on ne savait pas ce qu'ils étaient véritablement devenus. Alors, ces jets ont été supprimés. On est passé il y a quelques mois au PIM, parcours d'inspiration militaire, qui était de la même veine, hein, toujours cette idée d'envoyer des jeunes en difficulté, pour ne pas dire délinquants, et qui soient gardés, qui soient commandés, qui soient dirigés par des militaires. Pour moi, ceci est un échec, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un échec parce que, d'abord, Madame Borne nous parle d'encadrement de délinquants, mais ces gens-là, il faudrait qu'ils soient volontaires. S'ils ne sont pas volontaires pour faire partie de ce groupe, ça n'a aucun intérêt. La deuxième chose, c'est que la notion de discipline depuis 1980, la population des prisons n'est plus la même. Elle s'est islamisée. Et donc évidemment qu'à partir de ce moment-là, ça sera beaucoup plus compliqué pour des militaires d'intervenir, alors qu'il y aura en face une espèce de fronde de gens qui ont le même but. Et enfin, il n'y a pas de suivi derrière ce stage. Ce stage terminé, on laisse les gens revenir à l'endroit où ils étaient avant, et suivant que la famille est présente ou pas présente, ou qu'ils retombent avec des amis qui ne sont pas les bons, eh bien, ils recommencent. Donc ceci, pour moi, est très compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué? En fin de compte, c'est très simple. Parce qu'on amène des militaires, l'encadrement militaire, vers des civils. Et je crois que c'est là l'erreur. Il faut amener des civils vers le militaire, c'est-à-dire vers le milieu militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que moi, je verrai très bien demain la recréation, alors évidemment, pas de la même manière, pas les mêmes mots et tout ça, avec ce qu'on appelait
dans les années 30, dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, les bataillons d'Afrique. Les bataillons d'Afrique étaient faits à partir de gens qui avaient eu des problèmes, mais ils étaient au sein de l'armée. C'est-à-dire que ces gens-là étaient dans des régiments ou dans des bataillons qui d'ailleurs avaient leur tradition et qui fonctionnaient très bien. Hein. De telle manière, les tirailleurs, par exemple, ou d'autres unités. C'est-à-dire que l'idée, c'est de déplacer, encore une fois, ces populations civiles vers l'armée, et pas l'inverse, de déplacer l'armée, c'est-à-dire des cadres, vers le civil. En plus, vous voyez bien que ces cadres seraient évidemment pas du tout, pas particulièrement heureux de participer à ce genre de choses, surtout aujourd'hui où nous avons une armée professionnelle. Du temps des jets, nous avions une armée d'appelés. Donc, à partir de ce moment-là, le cadre pouvait se dire « je passe d'un appelé à un type qui a été en prison, mais qui, d'une certaine manière, pouvait être appelé par la suite ou avait été appelé ». Mais là, non, ce sont des professionnels. L'encadrement est professionnel. Donc, que ces cadres professionnels, on leur dise un jour « tu vas aller encadrer des anciens délinquants ou des délinquants qui viennent juste de terminer leur temps », je pense que ça poserait aussi des problèmes dans ce cadre militaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est important. En fin de compte, je me demande tout simplement si Mme Borne n'a pas fait un effet d'annonce derrière tout ça, parce qu'on met l'armée avant tout. Vous avez vu aujourd'hui que la perception du monde civil vis-à-vis de l'armée est considérable, puisque 87% des Français considèrent, dans le dernier sondage, que l'armée est d'une grande utilité et ont confiance en l'armée et aiment l'armée. Et de la même manière, lorsque j'avais sorti la lettre dite des généraux, 58% des Français avaient dit qu'ils étaient d'accord. Donc on voit bien qu'elle a pris le train en route, je dirais, en se disant si je parle de l'armée, si je dis ça, ça sera un bon signe. Voilà. Donc ça me paraissait important. De la même manière, je terminerai là-dessus, vous avez vu que notre ancien Premier ministre, M. Philippe, a expliqué qu'il fallait recommencer, il fallait remettre le service militaire. Remettre le service militaire aujourd'hui est impossible. Est impossible parce que financièrement, ça coûterait énormément d'argent. Il faudrait retrouver des cadres. Il faudrait payer les cadres, payer les appelés. Hein, les appelés étaient quand même payés. On a calculé que le coût pour un service militaire de 3 mois était de 4 milliards. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'impossible. Et en plus, aujourd'hui ou encore, une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de discipline n'est plus la même que celle d'il y a 30 ans, aller expliquer à un jeune qu'il faut maintenant qu'il soit dans un cadre militaire, je pense que ça serait difficile. Par contre, je reviens toujours à essayer de substituer ceci à une nouvelle idée. Moi, j'ai participé à ce qu'on appelait l'armée-nation dans mon régiment, c'est-à-dire que ma section allait dans un village et, je dirais, fraternisait avec ce village, dans la mesure où ce village avait, pour le cas qui a été le mien, il y avait un château, et ce château était en ruine. Eh bien, on a demandé à ce moment-là à ma section de voir ce qu'ils pouvaient faire par rapport à ce château. Et je peux vous dire que les gens se sont pris d'une passion pour ce château. C'était dans les Dombes. Et ils ont fait un travail sur un mois considérable. Eh bien, on pourrait très bien estimer, par exemple, que le matin, il y aurait une partie militaire, l'après-midi, il y aurait la partie... Et vous savez, le nombre de monuments en France qui sont à l'abandon, tous ces monuments où on pourrait à ce moment-là exiger de ces jeunes qui travaillent là-dessus, ça leur donnerait le goût de l'effort, le goût aussi du commandement, ça leur donnerait le goût d'être pas seuls, mais de la solidarité nationale. Et en plus, je pense que les mairies pourraient prendre une part de ce financement, puisque, en fin de compte, ça leur servirait pour leurs églises, leurs cathédrales, leurs châteaux, leurs entreprises, ce que vous voulez, où ils auraient des groupes qui restructureraient. Donc, à la fois avoir un côté qui les mettrait en liaison avec leur histoire, avec notre histoire, et de l'autre côté, un côté militaire. Alors évidemment, on ne pourrait pas le faire pendant longtemps, on pourrait le faire par exemple un mois par an, et un mois dans l'année, avec une centaine d'endroits
Au départ, il y en a beaucoup plus, il y en a des milliers, mais une centaine d'endroits, et on prendrait une centaine de jeunes par endroit. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est la panacée, j'essaye simplement de montrer qu'il faut qu'il y ait deux choses essentielles. Si on veut que ça colle au niveau militaire, il faut qu'il y ait à la fois une partie militaire, mais aussi une partie d'enracinement. Il faut que ces jeunes comprennent qu'ils font partie d'un même pays, avec des mêmes racines, une même structure, et à partir de ce moment-là, en leur faisant réapprendre ça, parce qu'aujourd'hui tout ça, ils ne l'ont totalement plus, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. En tous les cas, c'est un moyen de faire quelque chose alors qu'aujourd'hui on ne fait rien. Voilà. Mais en tous les cas, l'idée de M. Philippe est absolument pas applicable. En plus, vous savez très bien qu'on a vendu la plupart de nos casernes où on les a détruites parce qu'elles étaient trop vétustes. Donc ça serait ridicule, je ne vois même pas où on pourrait faire ce service militaire. Voilà. J'ai terminé là-dessus. Alors je vais passer la parole maintenant à la partie... excusez-moi, je dis la partie, mais ce n'est pas la partie police. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le commissaire divisionnaire Signolet qui, lui, va vous parler des problèmes, de ce que l'État prévoit et des problèmes de la police. Voilà. Je vous remercie. Je prends le micro, peut-être pas. Hein. Ouais. Les deux, j'ai une voix qui porte. Ça. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Hein. Je suis en ma qualité de président de l'association Le Collectif Aime sa Police. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à Place d'Armes. On a déjà travaillé, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Il se trouve que vous êtes d'essence militaire, je suis d'essence civile, mais on a une convergence à la fois de diagnostic et d'analyse sur la situation. On partage d'autres choses également. On est tenu, vous êtes d'essence militaire et moi d'essence civile, au pareil devoir de réserve lorsqu'on est en activité. Hein, c'est-à-dire que, pareil, lorsqu'on est en activité, on a une obligation de discrétion, une obligation de ne pas se prononcer. Et puis enfin, on partage également deux vertus, hein, aussi bien civile que militaire, la vertu, le sens du devoir, oui, le sens du devoir, c'est surtout ça qui nous rapproche. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. J'écoutais tout à l'heure attentivement le colonel qui, dans sa conclusion, parlait des honnêtes gens. Ça me faisait penser à ce qu'un illustre prédécesseur de Madame Borne, Clémenceau, lorsqu'il était président du Conseil, et il cumulait en même temps les fonctions de ministre de l'Intérieur. Il disait l'unique devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. Je suppose qu'à Matignon, il y a forcément une photo de Clémenceau qui traîne quelque part dans les couloirs, et je pense que notre Premier ministre d'aujourd'hui ferait bien de s'en inspirer. On fait nos deux associations, comme je l'ai dit tout à l'heure, font le même constat, quelque part non pas de désespérance, mais du gouffre dans lequel 40 ans d'inaction, 40 ans d'irresponsabilité nous ont conduit à une situation absolument incontrôlable. On a vu lors des derniers événements de l'affaire Naël, avec ces émeutes un peu partout, des fois même dans des villes de 5-6 000 habitants. Hein. Ça n'a pas touché que des grandes métropoles. On a vu des petites communes de province être également touchées. Ça a été tout à fait un révélateur, et comme vous l'avez dit, on a eu un mal de chien à remettre tout ça en place. Je suis tombé de l'armoire quand j'ai appris que notre Première ministre avait décidé de créer une force d'action cumulant tous les services de police, de justice, d'éducation, etc., dans une espèce de camailleux insondable de toutes sortes, une convergence de toutes sortes d'actions qui, à mon sens, tant qu'on n'aura pas réhabilité tout simplement la sanction, ne servira pas à grand-chose. On est encore une fois dans la communication, on est encore une fois dans le paraître. Hein, je citais tout à l'heure Clémenceau. Clémenceau s'était retrouvé exactement dans la même situation au tout début du siècle.
il avait affaire à une vague de terrorisme importante, un terrorisme intérieur qui était très important, et une vague de délinquance extraordinairement importante. Vous savez, avec ces fameux chauffeurs qui allaient partout en France chauffer les pieds des gens pour leur faire avouer où étaient leurs économies. Et avec une délinquance très itinérante, chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Et donc Clémenceau, dans sa grande intelligence, avait donc créé ce qu'on appelait les brigades mobiles, les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui la police judiciaire. Pour justement, il avait un problème à régler, il a donc créé une unité qui réglerait ce problème-là. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, on va chercher une multitude d'unités un petit peu partout en disant ça va régler le problème, alors qu'en réalité, ça ne le réglera absolument pas. En fin de compte, il avait voulu s'attaquer à un territoire. Il s'était dit, il y a une grande mobilité de la délinquance et également une organisation terroriste très structurée. Il a donc inventé la police judiciaire, des brigades mobiles, c'est-à-dire dotées de moyens automobiles pour pouvoir se déplacer et aller sur l'ensemble du territoire avec une compétence régionale très élargie. Deuxième chose, il faut savoir que les polices du monde entier ensuite se sont inspirées de la police judiciaire française, puisque c'est la première fois au monde qu'une police utilisait des fichiers et avait également recours à la police technique, à ce qu'on appelle aujourd'hui la police technique et scientifique, qui était en fin de compte auparavant inventée par Bertillon, vous savez, les fameuses relevés d'empreintes, etc. C'est donc la première fois au monde qu'on inventait la procédure pénale policière. Et qu'est-ce que l'on apprend? Que ce dernier gouvernement met un terme à la police judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, on a purement et simplement supprimé la police judiciaire en la faisant sombrer dans le carcan de la sécurité publique, en oubliant sa spécificité, c'est-à-dire travailler sur le long terme. Et justement, dans toutes ces banlieues, on n'arrête pas de nous parler de ce trafic de stupéfiants qui est totalement envahissant, et on nous laisse penser qu'en envoyant des compagnies de CRS qui vont repousser un petit peu les délinquants de 10 mètres, de 20 mètres, on va régler le problème, alors qu'en réalité, il n'y a que l'investigation, que la police judiciaire qui pourra traiter ce phénomène-là. Et qu'est-ce que l'on fait? On la supprime. Donc, les bras nous en tombent. Moi, je me fais l'interprète de l'ensemble de mes collègues qui sont encore en activité. Pour eux, c'est absolument catastrophique. On ne comprend pas pour des raisons budgétaires. On pense que c'est surtout ça. Et puis surtout, je pense qu'ils se retrouvent face à un tel tsunami de la délinquance qu'ils ne savent pas trop comment faire, en quelque sorte. Donc, le diagnostic que l'on pose, c'est on devrait en arriver à la même conclusion que Clémenceau, dire on a un problème, comment va-t-on faire pour le résoudre? C'est surtout ça auquel il faudrait s'attaquer. Et donc, en tirant un diagnostic, le diagnostic il est simple, tant qu'on n'aura pas réhabilité le sens de la sanction, forte, immédiate, assurée, on ne s'en sortira pas. Il n'y a que la sanction qui sera dissuasive. On a oublié que la sanction doit avoir une dimension exemplaire, c'est-à-dire forcer les autres à se dire je ne vais pas faire ça parce que je risque telle ou telle chose. Cette exemplarité de la peine, au cours de ces 40 décennies, a totalement disparu. C'est-à-dire qu'à cause d'un courant philosophique particulier, à cause également d'opportunisme par la classe politique, on a voulu considérer le délinquant comme non pas un acte délinquant lorsqu'il commettait quelque chose, mais comme le symptôme d'un mal-être, le symptôme d'une dérive sociale, etc. Donc on a multiplié les excuses. On en arrive à des taux de récidive qui sont absolument effarants, puisqu'on ne veut plus avoir recours à la sanction. Donc on est en train de tourner autour du pot. Tant qu'on ne réhabilitera pas le sens de la sanction, l'exemplarité de la sanction et l'assurance de la sanction, on ne s'en sortira pas. Donc on voit dans cette dernière annonce, on voit encore dans quel méandre on va encore s'égarer, on ne s'en sort pas, on est complètement dans l'effet d'annonce comme ça l'est depuis quelques décennies, mais on ne veut pas aller au fond des choses. Je pense que votre organisation, comme la mienne, on est là pour justement montrer le diagnostic et se référer à ce qui se faisait auparavant. Je crois que c'est Platon qui, dans son ouvrage Le Ménon, disait « Apprendre, c'est se souvenir de ce que l'on a oublié ». Et bien nous, on va leur rappeler ce qui se faisait auparavant, ce qui fonctionnait auparavant, c'est-à-dire ce qui faisait notre force, notre souveraineté. Ce qui faisait également notre force, c'était notre unité nationale, c'était surtout notre identité commune et partagée. Voilà.
chose que l'on n'a pas, qu'on n'en a plus aujourd'hui, parce qu'on a accepté les atypismes, les particularismes, les étrangetés, et tout ça nous revient en boomerang. Quelque part, c'est un peu curieux de voir que ce sont des anciens qui sont obligés de venir dire à ceux qui ont aujourd'hui les rênes du gouvernement, il faudrait peut-être prévoir le lointain, parce que ce lointain risque d'être catastrophique. On est en fin de compte des curseurs d'appréciation de la réalité, et ils n'en tiennent pas compte, ils ne nous écoutent pas. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis vous remercier encore une fois de nous avoir invités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une convergence d'analyse, on a une convergence de diagnostic, donc une convergence de combat. Voilà, je vous remercie. Merci, et je vais laisser la parole à Maître Enfer qui va se présenter et qui va nous dire les rapports maintenant au niveau juridique, tout ce qui concerne les rapports, je dirais, entre l'État d'un côté et l'armée de l'autre. Voilà, Maître, à vous. Merci à vous. Alors là, je vais être aussi très, très concise, et puis en intervenant à la fin, donc je vais reprendre peut-être les choses essentielles. Donc pour me présenter, je suis docteur en droit public, j'ai été habilitée avec maître de conférence. J'ai travaillé 10 ans au Sénat, au Parlement donc, et j'ai travaillé aussi en cabinet ministériel, et aujourd'hui je dirige un cabinet d'avocats spécialistes en droit public, dont les libertés publiques. Donc très, très rapidement, et retirant vraiment l'essence un petit peu de ce qui a été dit auparavant, la France, et tout le monde le reconnaît, est le pays des droits de l'homme. Donc là, personne ne peut rejeter ce qualificatif, mais cette démocratie dans laquelle sont reconnues toutes les libertés, il y a aussi une sécurité publique, et souvent on l'oublie. Donc là, c'est dans ce cadre que l'armée est censée intervenir. Alors, pour faire simple, quelle est la place de l'armée dans cette démocratie? Alors, le Parlement intervient très peu, si ce n'est bien naturellement au niveau du budget, mais le Parlement intervient pour l'autorisation d'intervenir en guerre, d'entrer en guerre, et également, depuis assez peu, le Parlement intervient lorsqu'il y a des forces armées qui sont engagées à l'étranger. Donc ça, c'est la place du Parlement. Pour le reste, je dirais, d'un point de vue plus traditionnel, c'est l'exécutif qui intervient dans le domaine de l'armée. Et là, au niveau de l'exécutif, bien naturellement, c'est un pouvoir civil, et l'armée, c'est un outil à la disposition du pouvoir civil. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est un petit peu la frontière, même si on l'a entrevu durant toutes les interventions, ce qui est intéressant, c'est justement la frontière entre le pouvoir civil et l'armée. À partir de quand l'armée est censée intervenir? Donc, il y a le code de la défense, etc. Mais il faut bien voir que l'armée n'intervient, pour faire simple, que quand le pouvoir civil n'arrive plus à gérer. Il y a, et là je pense que chacun d'entre vous connaît le principe, alors c'est une instruction interministérielle de 2017 avec la règle des 4 I, à savoir, et là je reprends chaque terme parce que c'est vraiment important, il y a réquisition donc de l'armée lorsque les moyens civils sont soit inexistants, indisponibles, insuffisants ou inadaptés. Et je veux vraiment insister, parce qu'inexistant, quand c'est inexistant, là, chacun le constate. Quand c'est indisponible, on voit très clairement à quoi ça peut correspondre. C'est que le pouvoir civil ne peut pas gérer. Quand on arrive à insuffisant ou inadapté, là on arrive à un point qui est vraiment, je dirais, à interprétation variable. Si on se reporte, par exemple, au niveau des émeutes qui ont été citées tout à l'heure, bon, à partir de quand on peut considérer que le pouvoir civil n'arrive plus à gérer? Alors, on peut penser les banques qui ont été incendiées en bas des Champs-Élysées. On peut penser aux boutiques qui ont été cassées par les émeutiers. Oui, non, mais l'interprétation est possible. On peut dire oui, l'armée aurait dû, parce que l'armée n'est pas intervenue. Certains considèrent, et on peut considérer, que l'armée était en droit d'intervenir. Et quand on pense, et moi je pense notamment pour l'Arc de Triomphe,
Alors là, enfin, tous les médias ont bien montré que la police, j'en conviens, les forces de police étaient en nombre insuffisant. Donc là, on peut dire inadapté, insuffisant et inadapté. C'est-à-dire que l'organisation de la force des civils ne correspondait pas, si vous voulez, notamment aux attaques et aux émeutes. Donc là, l'armée pouvait, et je dirais peut-être aurait dû, être autorisée à intervenir. Alors il faut bien voir que, et là je pense que c'est l'essentiel, l'armée est un outil extrêmement efficace, mais est non pas à la botte, mais à la disposition du pouvoir civil. L'exécutif, lui, décide à partir de quand, eh bien, on doit faire intervenir l'armée. Et il y a toujours cette hésitation, alors peut-être par un fantasme de la toute-puissance de l'armée, que la France n'a jamais connue. Il n'y a jamais eu de pouvoir militaire, comme on l'a vu dans d'autres pays, où là on peut craindre, si je puis me permettre, un pouvoir militaire. En France, l'armée a toujours été à la disposition d'eux. Donc elle le demeure. Mais je voulais vous faire pointer du doigt, cette frontière qui est pas très claire, à savoir à partir de quand là, on doit appeler l'armée, si vous voulez. Alors, tous les citoyens et tous ceux qui ont regardé les médias avec les émeutes d'il y a quelque temps considéraient qu'on aurait dû protéger, on aurait dû... Alors, on peut dire, oui, mais c'était que des biens matériels. Oui, mais... Et là, on a une interprétation qui soit va vers l'arrivée de l'armée, ou alors, non, ben on se débrouille, tout est cassé, mais ce ne sont que des biens matériels. Donc là, il y a, on va dire, une décision politique, mais au sens noble du terme, pas politicien. Mais là, il y a une position de l'exécutif qui va décider ou de recourir à l'armée ou non. Et donc là, enfin, les dernières émeutes ont montré, je dirais, et les émeutes, et aussi les grèves, les manifestations, ont montré, je dirais, la limite ultime où le pouvoir exécutif a décidé de ne pas faire intervenir l'armée. Mais on était, je dirais, à la limite. Et juste pour aller en ce sens, bien naturellement, il y a des études, alors ça s'appelle l'opération Ronce, il y a eu des études qui ont été faites pour préparer un peu, pour se dire, bon, bah, le jour où il y a le pouvoir civil ne peut plus répondre, on fait intervenir l'armée. Donc là, il y a des préparations d'opérations. Mais pour l'heure, ça reste, ça n'a pas été utilisé, avec toujours cette crainte de, je ne sais pas, alors soit peut-être prise du pouvoir par l'armée, mais honnêtement, il y a peu de chance. Et, enfin, peu de chance, où la France n'a pas connu de tel régime. Donc là, c'est plus un fantasme qu'autre chose. Et puis aussi, il y a aussi cette crainte par rapport justement à tout ce que mon interlocuteur disait auparavant, cette partie de la population, on va dire de bandits, d'illégaux ou autres, eh bien de ne pas faire trop bouger et de trouver un équilibre en disant on ne fait pas intervenir l'armée, comme vous disiez tout à l'heure, on les pousse un peu plus loin, que ce soit par les CRS ou autres, mais néanmoins, il n'y a pas de solution. Parce que, de nouveau, il va y avoir des... Enfin, je doute que tout soit parfait à l'avenir. Donc, de nouveau, il y aura des émeutes, ou de nouveau, il y aura des problèmes. Et justement, donc, c'est à partir de quand? Mais là, c'est au pouvoir exécutif de décider, et tout en restant bien naturellement dans le cadre légal. Mais il y a... cette possibilité ou non, eh bien, de faire intervenir l'armée, et tout nous a montré qu'on pouvait s'attendre, je ne dis pas au pire, mais à des choses encore plus graves. Et là, je pense qu'il y a un moment où le pouvoir exécutif n'aura plus le choix. Alors, est-ce que ce sera trop tard? Ça, c'est la grande question, et puis je voudrais juste m'arrêter là. Très bien, ça me paraît parfait. Je vais laisser la parole en dernier à Patrice Magneron, qui va parler non pas en son nom, mais en celui du général de Richouf. Et c'est intéressant parce que ça correspond un peu à ce que vient de dire Maître Enfer sur le problème des banlieues et de l'intervention de l'armée. Merci.
rédigé par le général de Richouf, texte qui s'intitule « Présence militaire dans les quartiers, pour y faire quoi ?» Il y a 2 ans et demi maintenant, lorsque j'apposais ma signature dans ce que les médias ont appelé la lettre des généraux, je le faisais en pure connaissance de cause, étant très impliqué auprès des jeunes dans nombre de ces fameux quartiers, qui deviennent progressivement ces territoires perdus dont Place d'Armes dénonce la probable irréversibilité. C'est d'autant plus vrai que nos responsables politiques, des décennies durant, à force d'atermoiements et de renoncements quant aux solutions à apporter, paraissent désormais totalement désarmés devant l'enchaînement des violences qui minent l'unité de notre nation. Toutefois, quelques signes annonciateurs d'une prise de conscience paraissent se faire jour parmi nos édiles. La demande de l'opinion publique étant forte, et faute d'avoir anticipé, il semble de bon ton pour nos dirigeants de devoir faire appel aux militaires. Un retour en grâce en quelque sorte. De ce que j'entends et de ce qui pourrait être demandé à nos armées, je ne vois pas de changement majeur à ce qui avait été tenté, sans beaucoup de succès et à petite échelle, à une époque où nos armées représentaient plus du triple en effectif de ce qu'elles sont aujourd'hui. De ces missions d'insertion, formation, mise à l'emploi que j'ai conduites pendant plus de 15 années, de ces 2000 jeunes, pourtant en déshérence sociale et morale, auxquels nous avons redonné sens et confiance en leur vie, en dépit de nombreuses contraintes et difficultés administratives, je puis témoigner que c'est bien d'un tsunami dont la France a désormais besoin. Ce sont de multiples associations, strates administratives, locales et régionales, et autres ministères en charge d'une politique de la ville à bout de souffle, que nous devions convaincre, vaille que vaille, pour porter nos projets. Le seul moyen, à mon sens, de mettre un terme à la partition du pays en autant d'enclaves étrangères est d'impliquer les armées, mais d'une autre façon que par une répression à tout crin. C'est ce domaine sur lequel nous devons porter une attention toute particulière. La première priorité gouvernementale serait de fixer une stratégie de reconquête des cœurs, en instaurant un haut commissariat en charge de la politique de la ville, enfin un guichet unique disposant de l'ensemble des prérogatives et missions qui actuellement sont dévolues à d'innombrables instances censées conduire la dite politique. Cette structure opérationnelle, à militariser sans aucun doute, et rattachée au Premier ministre, aurait pour mission d'organiser des actions d'intérêt national, à conduire simultanément dans chacune de nos régions, en recherchant cohérence, efficacité et un effet de masse. L'heure n'est plus à nous contenter de mesurettes sans lendemain, exécutées bien souvent sur des petits nombres et dans la plus profonde improvisation. Un tel engagement, qui ne peut être que total désormais, doit pouvoir s'appuyer sur des officiers généraux en deuxième section, mis en place auprès des préfets de région et responsables, comme je le fus, de la coordination des actions à conduire et des relations à tisser avec les nombreuses instances locales engagées dans cette reconquête. Nos officiers généraux ne pourraient-ils pas être ce pilier restructurant ? De même, nombre de nos officiers et sous-officiers ayant quitté l'institution ne pourraient-ils pas prêter main forte aux associations de quartier en leur apportant expérience, rigueur et sens du bien commun ? Un amalgame social, judicieux, organisé. Vous aurez compris que pour mener une telle réforme de fond, et ces quelques propositions que je formule ne sont que la partie émergée de ce qu'il conviendrait de faire, sachez-le, il faudrait à nos gouvernants une bonne dose de courage, de volonté et de persévérance. Oseront-ils ? Nous, les militaires, nous en avons les capacités et nous sommes prêts à nous engager. En ce 11 novembre, puisse Place d'Armes être entendue. Voilà, donc si vous avez des questions maintenant, évidemment, vous les posez à la personne qui a exprimé. Voilà. Alors, j'ai une question, Mike Borowski, à vous, capitaine. Je vois qu'il y a les militaires, et la police et les avocats. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir peut-être une fusion entre les mouvements ou peut-être une collaboration, une association entre les différents mouvements ? Non, une fusion, non. Parce que nous avons des objectifs qui ne sont pas totalement les mêmes. Mais une collaboration, ça c'est évident. On l'a déjà eu d'ailleurs sur le problème avec la police, et je pense qu'elle sera de plus en plus vraie. Tout simplement parce que la situation est de plus en plus difficile et de plus en plus dure, et à partir de ce moment-là, ce que j'appellerais les forces de l'ordre dans le sens général, que ce soit la police ou l'armée, auront un rôle multiple, mais un rôle de cohésion réciproque. Et je crois qu'en effet, c'est une chose qu'il faut prendre en compte, avec quand même un point très important, c'est que, parce qu'on n'a pas parlé des civils,
Je redis, Place d'Armes est une structure au départ avec des anciens militaires, mais avec beaucoup de civils, parce que vous avez énormément de civils qui pensent que l'armée est quelque chose dont ils ont confiance. Ils n'ont plus confiance, et vous le savez, dans les partis politiques, qui leur ont trop menti, et ils considèrent que les valeurs de l'armée, de loyauté, d'honnêteté, d'exemplarité, de sens du bien commun, sont là pour. Donc, entre toute cette structure, nous essayons de faire entendre une voix qui évidemment n'est pas facile, parce que vous savez qu'on a dit tout à l'heure, l'armée c'est la grande muette, donc par conséquent, l'armée grande muette est obligée de passer par des structures un peu comme la nôtre. Alors je ne dis pas que nous représentons toute l'armée, loin de là, mais nous avons quand même quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas ici faire des pourcentages qui ne seraient pas rationnels dans la mesure où ils n'ont pas été mesurés, mais sachez quand même que quand la lettre a paru, je vais prendre un exemple, 80% des élèves officiers à Kouadkidan, 90% étaient d'accord avec l'armée, avec la lettre. Voilà. Oui. Une question concernant l'interdiction de votre rassemblement du Trocadéro. Est-ce que la préfecture... Cérémonie. C'est même pas un rassemblement, c'est une cérémonie. Au début, c'était une marche, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous vouliez faire une marche? C'est ça. On on devait faire une marche de la Porte Maillot jusqu'au Trocadéro. Et vu les événements, on s'est dit ça va pas passer. Et puis bon, on n'est pas là pour embêter dans des circonstances telles que celles que nous connaissons. Donc on a dit on va juste faire une cérémonie. Et voilà. Quelles sont les raisons qu'a donné le préfet de police? Alors pour l'instant c'est officieux. Alors c'est officieux, mais la raison qui m'a été avancée serait que les rues seraient fermées, bloquées dans le cadre de Vigipirate et que je ne souhaitais pas que Vigipirate, je croyais que... Sentinelle a succédé à Vigipirate normalement. Enfin, bon. Non, Vigipirate existe. Oui, mais enfin c'est collé si vous voulez les deux. Et d'autres manifestations sont autorisées. Oui. Et d'autres manifestations en plein cœur de Paris seront certainement autorisées. Ouais. Donc la préfecture de police vous dit que les rues sont bloquées pour cause de Vigipirate. C'est ça. Alors pour l'instant, on attend l'arrêté, mais voilà. c'est ce qui m'a été pour l'instant c'est annoncé par officieux, téléphone. il n'y a pas d'arrêté. Et la précédente interdiction a été, il y a eu un recours devant le tribunal administratif. Là j'entends au fond, hein, et donc la procédure continue. Et là pour cette cérémonie, on pouvait espérer, étant donné que nous avions déposé un recours en annulation contre le précédent arrêté qui avait interdit là, la manifestation, on pouvait espérer que là, pour ce petit moment, il y aurait autorisation de la préfecture de police. Et semble-t-il, parce que ça reste toujours pour l'instant non officiel, il y a eu ce refus, donc eh bien, nous allons essayer Est-ce que vous avez déposé un référé? Oui. Oui. Devant le tribunal. Oui, exactement, en souhaitant. C'est Maître Enfer qui va le faire, donc je peux vous en parler. Et donc, en souhaitant que l'interdiction soit suspendue. Mais, parce que, si vous voulez, pour interdire, et vraiment très, très sommairement, pour interdire une manifestation, il y a vraiment cette liberté de manifester. On peut l'interdire seulement si elle peut entraîner des troubles, et des troubles sérieux. Et en plus, qu'il n'y a pas, pour faire simple, assez de force de police pour répondre à cette manifestation. Et donc, honnêtement, on a du mal à imaginer, vu une simple cérémonie. Voilà, une simple cérémonie avec très peu de gens qui, en fin de compte, vont venir. On voit mal le fondement du refus par la préfecture de police. D'autant, si on regarde les jours précédents, il y a eu les manifestations, et là, vraiment, certaines manifestations ont été autorisées, et notamment pro-palestiniennes, etc. Et je pense honnêtement que c'est censé entraîner plus de troubles que le dépôt de quelques fleurs. Mais elles ont été autorisées, ces manifestations. Un certain nombre de ces manifestations ont été autorisées par le tribunal administratif. Tout à fait. Donc c'est pour ça que nous demandons la suspension dès l'instant où nous aurons le refus officiel, l'arrêté officiel, eh bien nous demanderons la suspension parce que d'autres manifestations, et certainement plus compliquées, on va dire, au niveau de l'ordre public,
que ce petit geste de peu de temps... Oui, même pas une Donc demi-heure. vous êtes obligé de passer par, comme le 11 novembre, c'est après-demain. Si Oui, donc c'est un référé liberté, oui, un référé liberté. qui sera déposé.